conférence, c'était révision de la Constitution sur les deux rives du fleuve Congo. Dans les faits, on a créé la Cour constitutionnelle. 9 personnes, 9 juges, aucune femme. Et il y a de ces femmes-là. Il y a des femmes juristes, des femmes politologues, des femmes scientifiques qui auraient pu faire partie de la... Voilà. Chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, nous sommes au rendez-vous aujourd'hui. Nous recevons une fois de plus Madame Angèle Makombo, qui n'est pas à présenter, puisque chaque fois qu'elle est aux États-Unis, et plus précisément à New York, elle nous visite et nous la sollicitons pour qu'elle vous parle, qu'elle vous donne un peu de l'actualité au pays. Mais l'actualité au pays aujourd'hui et surtout pendant ce temps, c'est ces concertations entre Congolais qui ont eu lieu à Washington. Ils sont venus, l'opposition et la majorité. Et elle était membre de ce groupe de l'opposition et il y avait une particularité, elle va nous répondre à cette question. Elle était l'unique femme dans ce groupe et de l'opposition et de la majorité. Bonjour, Maman Angèle Makombo. Bonjour, Monsieur Don Kayembe. Très, très heureux de vous retrouver une fois de plus. C'est un plaisir aussi pour moi. Ok, alors plaisir aussi pour les Congolais qui nous suivent instamment et surtout les Africains en général qui s'occupent ou qui s'intéressent à la politique congolaise. Alors, parlons un peu de votre visite ici aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a amené au juste aux États-Unis? Cette fois-ci, j'étais donc invitée à cette conférence sur les révisions de la Constitution sur les deux rives du fleuve Congo, donc dans les deux Congos, le Congo, la RDC et la République du Congo. Et donc j'ai participé à cette conférence qui était organisée en marge du sommet États-Unis-Afrique convoqué par le président Obama du 4 au 6 août. C'est ça. Donc nous nous sommes retrouvés à cette conférence avec des compatriotes, des leaders politiques congolais. Alors laissez-moi dire à ces sujets que du côté de la majorité, on avait M. Lambert Mende Omalanga, qui est ministre du Média et porte-parole du gouvernement. Oui. On avait M. Évariste Bochab, secrétaire général du PPRD. On avait Ramazani Chadari, président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Alors, de votre côté, c'est-à-dire de l'opposition, nous avions donc M. Vital Kamere, qui est président de l'UNC. Nous avions Thomas Louhaka, secrétaire général du MLC. Sami Badibanga, député de UDPS. Gilbert Mundele, UDPS, MEMEMA. Et Martin Fayoulou, député et CID. Et Clément Kankou, député UN, et Médard Moulangala, est-ce que j'ai oublié quelqu'un pour ajouter à cela vous-même Donc, de la LIDEC. L'idée que je voulais dire. La Ligue des démocrates congolais. Oui. Ajouté à cela, il y avait deux représentants de la société civile qui étaient aussi avec nous. Et vous aviez souligné qu'effectivement j'étais la seule femme. Oui, alors pourquoi ça? Puisque du côté majorité, il n'y avait aucune femme. Et pourtant, on est en train de prôner pour le genre. Et le président Kabila, qui est la tête de la majorité présidentielle, a dit qu'il va travailler en faveur du genre pour qu'il y ait assez de représentation féminine dans les institutions gouvernementales. Mais quand les gens venaient ici, curieusement, il n'y avait aucune femme. Alors comment expliquer qu'il n'y avait que vous, femmes? Je suis heureuse de vous entendre soulever cette question parce que j'ai trouvé ça fort regrettable. Qu'il y avait 13 leaders politiques congolais autour de cette table et parmi ces 13, j'étais la seule femme, alors que il y a des femmes compétentes, des femmes politiques compétentes en RDC qu'on aurait pu inviter et qu'on oublie que les femmes constituent 52% de la population congolaise. Et puis au moment où on nous parle tant de parité, vous venez de le dire, et on nous parle aussi de la promotion du leadership féminin, c'était absolument regrettable de voir que j'étais la seule femme. Et autant je remercie
les organisateurs de m'avoir invité, le National Endowment for Democracy et le National Democratic Institute, NDI, je regrette qu'il n'ait pas pensé à inviter plus de femmes. Et on dirait que ça reste un slogan. On parle, oui, les femmes, oui, leadership féminin. Quand les gâteaux sont là. Je ne parle même pas de gâteau. Quand il s'agit de débattre de questions qui sont essentielles pour l'avenir du pays, on zappe les femmes. Et je regrette aussi que dans la couverture médiatique de cet événement, on ait zappé les femmes. Parce que, si vous voyez bien, les médias qui ont couvert l'événement, c'est en général nos médias congolais, voilà, qui sont aux États-Unis. Et ils ne se sont pas intéressés à la seule femme qui était là, autour de la table, pour savoir quelles étaient ses opinions, qu'est-ce qu'elle a apporté comme réflexion. Ils se sont attachés qu'à interroger les hommes. Donc on dirait que vraiment c'est une tendance et je dirais même c'est une tare. Et des médias même internationaux comme La Voix de l'Amérique ont fait la même chose. Et ça me fait penser que chez nous en RDC, nous constatons malheureusement la même tendance. Nos médias locaux, quand il s'agit des débats politiques sur des enjeux nationaux, des questions essentielles, non, on zappe les femmes. Les médias même internationaux en RDC s'y mettent aussi. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait une émission intéressante sur RFI il y a 2 mois à peu près de cela, justement sur la Constitution, toutes ces questions, ce débat sur la Constitution. Eh bien, il y avait autour de la table que des hommes. Malheureusement. Malheureusement. Et les mois précédents, c'était toujours RFI, un débat, je crois, sur les problèmes de conflit à l'Est, que des hommes à nouveau. Mais enfin, c'est absolument... Non, c'est mieux aussi c'est mieux de regretter Madame Angèle, mais il faut vous faire aussi voir. Donc quand il y a des émissions comme ça, vous passez pour démentir, pour critiquer, vous dites non, pourquoi ça, pourquoi pas ça. Espérons ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, et ça va tomber dans les oreilles des gens. Alors revenons... Moi, chaque fois que j'ai l'occasion, je le fais. Vous ne manquez jamais. Mais je pense qu'il y a d'autres femmes congolaises qui sont compétentes, qui, il y en a beaucoup. Voilà, qui pourraient aussi se présenter devant les médias, être interviewées, être beaucoup plus visibles. On arrête juste de nous parler dans le discours de leadership féminin et dans les faits, ce n'est pas ça. Puisque généralement, pour avoir certains fonds, des donateurs, on vous dit qu'il faudrait le genre. Alors, sur le papier, il y a genre pour recevoir l'argent, mais dans le fait, c'est... Je ne sais pas si c'est pour recevoir l'argent, mais absolument. En tout cas, c'est un slogan et dans les faits, on voit que ce n'est pas ça. Ouais. Et dans les faits, on a créé la Cour constitutionnelle. 9 personnes, aucune femme. 9 juges, aucune femme. Et il y a de ces femmes-là Il y a des femmes juristes, des femmes politologues, des femmes scientifiques qui auraient pu faire partie de la... Voilà. Alors parlons ce détail. Donc ça c'est un élément très capital, il fallait le relever, il fallait en parler. C'est dommage, surtout dans un pays qui est en train de décoller, soi-disant dans la démocratie, mais c'est une démocratie à double vitesse pour les hommes, pas pour les femmes. C'est vraiment dommage. Alors nous continuons puisque nous devons avancer, puisque l'objet de notre entretien aujourd'hui, Madame Angèle Makombo, c'est le forum qui a eu lieu à Washington. Oui. Et cela a comme source le débat responsable au pays sur la révision constitutionnelle. Et cela agite tous les esprits des Congolais, au pays comme à l'étranger, et même ces derniers temps, nous voyons même les étrangers qui s'immiscent. Alors, quelle est votre position sur cette question? Ma position en tant que président national de la Ligue des démocrates congolais, et d'ailleurs la position de mon parti, est connue. Elle n'est pas nouvelle, cette position. Il y a, si vous vous souvenez bien, il y a 1 an à peu près, j'étais dans vos studios et je l'ai dit. J'ai eu à dire qu'il ne faut pas réviser l'article 220
de la Constitution, qui est l'article qui est verrouillé, qui notamment dit qu'il ne faut pas revoir le mandat présidentiel. Voilà, le nombre de mandats et la durée du mandat, ni la forme républicaine du pays, etc. Et nous l'avions dit. Donc la position n'est pas nouvelle. Mais tout en disant cela, il faut quand même faire avancer la réflexion. Se rendre bien compte que notre Constitution a des clauses qui prévoient les modalités de sa révision. Même les pays, les vieilles démocraties occidentales ont eu à réviser leur Constitution. Les États-Unis, où nous sommes ici, ont révisé une vingtaine de fois. Mais il faut toujours se poser la question, pourquoi on veut réviser une Constitution? Il faut que la révision de la Constitution soit réellement motivée, fondée sur la nécessité, le besoin de renforcer les institutions démocratiques. Donc sur les valeurs républicaines. Exactement. Bon. Mais en même temps, il y a des questions chez nous, les questions qui touchent à la décentralisation, les questions de la nationalité. La nationalité congolaise, elle est unique et exclusive. Or, nous savons qu'il y a de nombreux compatriotes à l'étranger qui ont pris des nationalités étrangères malgré eux, qui ont des enfants qui ont la nationalité du pays où ils sont nés. Voilà. Donc toutes ces questions, il faudra bien y réfléchir. Mais le président de l'Assemblée nationale, lors de son passage au Canada, il a promis très fort, il a crié très fort qu'avant qu'il ne rende le marteau, cette question doit être débattue et trouver la solution à cela. Donc ça veut dire qu'il est sur la bonne voie. La question de la nationalité, oui, c'est une question sur laquelle il faut vraiment s'attarder. Mais moi, je voudrais ici faire part de ma préoccupation. Vous vous souvenez, en janvier 2011, la Constitution a été modifiée. D'ailleurs, au pas de course, au pas de charge. D'une manière cavalière. L'article 71 de la Constitution a fait passer l'élection du président de la République de 2 tours à 1 tour. Bon. Donc nous avons cette disposition maintenant dans la Constitution. Nous élisons notre président de la République à un seul tour. Même 10%. Or, en 2016, il y aura de nombreux candidats. Tout à fait. Donc nous risquons d'avoir une élection d'un président de la République dans notre pays avec 20 ou 30% des voix. Pourquoi pas 5%, pourvu qu'il soit le premier. Donc voilà, pourvu qu'il soit le premier, c'est dramatique, parce qu'il aura une légitimité affaiblie. C'est une question cruciale, mais personne n'en parle, ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Et je pense que c'est une question vraiment sur laquelle il faut se pencher. Tout à fait. Et engager la réflexion, approfondir la réflexion. Et c'est d'ailleurs l'un des points que moi, j'ai soulevé lors de la conférence de Washington. Ouais. Okay. Alors, je vais un peu rester sur cette affaire de la Constitution. Il y a un débat où il y a une convergence parallèle. Puisque chaque fois, quand on pose la question à l'opposition, donc leur point de vue, c'est qu'on ne touche pas la Constitution pour donner la chance au président sortant, c'est-à-dire Kabila, de se représenter pour la 3e fois. Mais les gens qui sont dans la majorité, ils disent que la Constitution est révisable. Donc ils donnent aussi leurs raisons. Mais c'est-à-dire que vous avez 2 points divergents. Eux ne parlent pas de la révision pour faire passer Kabila au 3e mandat. Pour quelles raisons ils veulent revoir la Constitution? C'est la question que vous ne posez pas. Donc vous imaginez que non, c'est pour donner la chance à Kabila, c'est représenter pour la 3e fois ce qui est banni par la Constitution. Et eux, ils vous disent non, nous, ce que vous dites qu'il ne faut pas revoir ça, même les articles que vous dites verrouillés sont révisables. Qu'est-ce que vous dites? Il y a une confusion. Confuse, oui. Il y a vraiment une confusion parce que dans l'opposition, en règle générale, on dit on ne révise pas, on ne touche à rien. Pourquoi? Parce qu'on dit, même si nous ouvrons pour d'autres questions qui sont révisables, ça risque de donner la tentation de réviser ce qui n'est pas révisable. Donc il y a ça.
Et dans la majorité, on nous dit non, vous nous faites un procès d'intention, mais récemment, on nous a dit non, on peut très bien recourir au référendum. Donc, il y a vraiment beaucoup de confusion et moi je regrette que les leaders politiques que nous sommes, nous ne contribuons pas à clarifier la situation. Et à Washington, nous y étions, nous n'avons pas plus clarifié non plus la situation. Chacun a campé dans sa position. Et vous êtes parti pas comme ça, sans convergence. Et pas de convergence. Je ne m'attendais pas à une convergence. Il ne faut pas être naïf sur cette question. Mais je m'attendais au moins à une réflexion, à une volonté d'engager une réflexion. Et j'espérais au moins qu'à Washington, on allait renoncer aux invectives. On allait se parler d'une façon... En responsable. Avec civilité. Ce n'était pas ça. Il y a eu des moments très tendus, très houleux, à la limite injurieux, des propos injurieux. Et le spectacle que nous avons offert devant les étrangers n'était pas, à mon sens, un beau spectacle. Et à ce propos-là, je n'ai pas pu m'empêcher, parce que ces temps-ci, on cite beaucoup le président Obama dans nos capitales africaines. On dit, rappelez-vous, le voyage d'Obama au Ghana, je crois que c'était en 2012, voilà, où il avait dit l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Et bien moi, dans ce débat que nous avons sur la Constitution, en tout cas dans notre pays, j'ai envie de citer Obama quand il dit we have to disagree without being disagreeable. Yeah. Donc on peut ne pas être du même avis, mais on se parle. On se parle sur un ton, mais chez nous malheureusement ce n'est pas le cas. Et ce qui fait que nous n'avançons pas vraiment sur cette question. Plus on en parle, plus ça devient confus. Et si déjà à notre niveau c'est confus, alors au niveau du Congolais moyen, je vous demande, on se demande ce que c'est. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on a un sérieux problème des dirigeants congolais, le problème de nationalisme. Donc on sent cette absence totale. Nationalisme et patriotisme n'existent pas, mais c'est les égos. Donc c'est moi. Il ne faudrait pas, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas qu'on arrache les beefsteaks de la bouche, et ceux qui sont dans l'opposition, ils veulent y accéder. Est-ce que ce n'est pas un problème individuel quand on voit tous ces scénarios? Est-ce que vous pensez vraiment que tout ce que les gens font là, ils ont vraiment le Congo à cœur? Malheureusement, ils n'ont pas toujours le Congo à cœur. Et vouloir le pouvoir en soi n'est pas une mauvaise chose. Absolument. La conquête du pouvoir... C'est ça l'objectif d'un parti politique. Voilà, fait partie de l'objectif des partis politiques. Ouais. Mais il faut savoir le pouvoir pour faire quoi? Le pouvoir pour travailler pour le peuple, pour penser à l'intérêt général. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est loin d'être le cas. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si nous voulons revenir sur ce fait de la Constitution, je pense que vous aviez un discours très net la fois dernière, et ça a été répercuté à Kinshasa, ne touche pas à mon article 220. Mais aujourd'hui, encore une fois, je l'ai dit, mais vous n'avez pas beaucoup retardé là-bas dans votre intervention, l'opposition, la majorité, dit que ce que vous dites, c'est anticonstitutionnel. La Constitution est révisable. Alors vous dites que non, vous ne voulez pas réviser. Par exemple, vous avez évoqué l'article des nationalités. Et si vous voulez que les Congolais à double nationalité puissent jouir de la nationalité congolaise d'avant, et si la Constitution n'est pas révisée, alors comment est-ce que cette histoire peut passer? Donc ça, il faut mettre ça au frigo jusqu'après les élections? En tout cas, c'est le sentiment général. Okay. Le sentiment général, c'est que même les questions qui mériteraient une révision, les questions qui sont dans la Constitution, les articles qui mériteraient révision, par exemple la nationalité, par exemple les questions qui touchent à la décentralisation, comme vous le dites, il faut mettre ça au frais, au frigo, on n'en parle qu'après 2016. Voilà. C'est vraiment la position
de l'opposition en général et du Congolais en général. Il dit évitons toute tentation d'ouvrir cette concession parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Mais vous remarquez aussi que dans la majorité, il y a maintenant aussi des interrogations et Pierre Loubry avec voilà, son groupe, le MFR a dit ça mérite au moins un débat interne. Un débat interne. Alors j'espère que nous allons un peu avancer parce que un autre phénomène que je regrette, c'est que autant cette question de la Constitution, de la révision ou non de la Constitution est importante, autant il y a d'autres problèmes qui sont urgents. C'est ça. Des problèmes sociaux, là en septembre c'est la rentrée scolaire. Pour de nombreux parents, c'est absolument un casse-tête. Et les problèmes de chômage, de niveau de vie. Donc, les impaiements, les salaires insuffisants. Exactement, donc il y a des tensions sociales qui sont perceptibles. Donc il ne faudrait pas que cette question, aussi importante soit-elle, qu'elle escamote toutes les autres questions qui se posent à nous. Des questions de base. Bon, enfin, c'est la Constitution qui est à la base de tout ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Oui. Alors maintenant, revenons sur la conférence ou les symposiums, comment on peut appeler, quand vous êtes revenu là-bas. Ça s'appelait la conférence. La conférence. Alors, quels étaient les objectifs de cette conférence? Puisque les objectifs de cette conférence, c'était pour que vous discutiez le départ de Kabila, ou bien de décanter la tension de cette illégitimité depuis 2011. C'était réellement, voyez vous-même l'intitulé de la conférence, c'était révision de la Constitution sur les deux rives du fleuve Congo. Parce que vous me demandiez les objectifs de la conférence. Ouais. Cette question est une question absolument essentielle, une question d'actualité, une question brûlante, parce que de nombreux pays, dans notre sous-région déjà, mais aussi en Afrique, au-delà. 17 pays. Là. Exactement. Seront face à ce problème-là. C'est ça. La fin du mandat du président. Donc fin de mandat constitutionnel du président. Voilà, la fin du mandat constitutionnel du président. Et la question de savoir si oui ou non, le président va respecter la constitution de son pays et se retirer. Donc, vu l'urgence de la question, et étant donné aussi les crises que nous avons pu observer dans d'autres pays, les crises créées, les tensions créées par ce problème-là, le président voulant prolonger son mandat, le président voulant un référendum pour faire appel au peuple, je pense que les organisateurs de cette conférence se sont dit, en marge du sommet, d'ailleurs le premier sommet, c'est un sommet historique, États-Unis-Afrique, il serait bon de également discuter de cette question de la révision constitutionnelle. Et dans le cas du Congo, d'amener autour de la même table, moi j'ai même appelé ça une table à palabres, opposition, majorité, et il y avait quelques représentants de la société civile. Donc l'initiative en soi était bonne. Donc on se parle ouvertement. Se parler ouvertement, essayer de voir comment faire avancer la réflexion, et essayer de voir comment, au-delà de cette conférence du 4 août, comment les Congolais pourraient évoluer sur cette question-là. Malheureusement, comme je le disais, moi, à mon sens, les choses n'ont pas bougé parce que les gens avaient des positions figées. On peut avoir une position inflexible, mais on peut quand même essayer de s'ouvrir à la réflexion de l'autre. Et puis surtout, moi, je pense que c'est absolument important faire montre de civilité dans les propos que l'on tient. Et ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas et donc... Il y a eu des échanges un peu durs. Très durs. Et puis, très durs. Ça n'a pas montré que c'était la conférence, c'était comme un contentieux. C'était un contentieux. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les titres des journaux de nos quotidiens à Kinshasa. Il y a duel à Washington, tel a gagné tapis, voilà, tel a gagné contre tel, etc. Et puis chacun voulant tirer la couverture vers soi. Certains de nos amis de l'opposition ont voulu présenter ça comme si
c'était eux le chef de la délégation de l'opposition à Washington, ce qui n'était pas le cas. Chacun est venu individuellement. Invité au même pied d'égalité. Exactement. Donc il n'y avait pas une délégation conduite par quelqu'un. Il n'y avait pas une délégation conduite par quelqu'un pour discuter vraiment. Donc le bilan de cette conférence, moi je dirais qu'elle a le mérite d'avoir eu lieu, d'avoir une fois encore chacun a pu exprimer son opinion, présenter à nouveau ses arguments, mais malheureusement ça n'a pas débouché sur quelque chose, parce que même à la conclusion de la conférence, le modérateur a demandé à chacun des camps, des deux camps, c'était Ramazan Ishadari pour la majorité et Gilbert Mundela pour l'opposition, qui est représentant de l'UDPS, au-delà des invectives, de voir quelles recommandations on pourrait faire pour faire avancer le débat. Ils ont été incapables de nous donner une moindre recommandation. Ça a été encore une fois la répétition des litanies et vraiment, non. Donc, c'était vraiment dommage. Ce qu'on peut dire, vous êtes sortis quand vous êtes entrés. Oui, moi je dirais que c'est une occasion manquée. On n'a pas saisi cette occasion. Donc, occasion. un voyage inutile. Je n'irais pas jusqu'à dire inutile. Inutile, puisque nous, on s'attendait à quelque chose de... peut-être... Et puis, je ne sais pas si vous avez aussi entendu, là, j'ai vu aussi que c'était une façon maladroite et à la limite malhonnête de tirer la couverture vers soi. Il y a eu des annonces après cette conférence, la déclaration de Washington. Mais au nom, à quel titre? Qui s'est réuni pour faire cette déclaration? Déclaration finale. Voilà. On a consulté qui? Quelques-uns de l'opposition ont décidé de se voir entre eux, ont fait la déclaration. Ce n'est pas comme ça qu'on va vraiment faire avancer les choses. C'est vraiment... Est-ce que vous pensez que le média aide la politique ou le politique congolais? Les médias, je dirais que... Ils jettent de l'huile sur le feu. Ils aiment beaucoup les titres grotesques, tapageurs, à sensation. Pour vendre mais il y a quand même aussi, il ne faut pas généraliser, il y a aussi de bons articles, de bonnes analyses qui sont là sur la place. Et il faut lire le maximum, différents journaux pour se faire sa propre religion sur les grandes questions. C'est ça. En fin de compte, le 3 ou 4 jours que vous êtes réunis là-bas, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de cette conférence? Moi, je dirais aux Congolais que le mérite... mon principe est le suivant. Tant qu'on parle, il y a de l'espoir. C'est ça. De faire bouger les choses. Et je dirais que c'est comme dans une famille. Il y a une crise. Si chacun reste dans son coin, les choses ne bougent pas. C'est ça. Mais quand on décide de se mettre autour de la table, on parle, même s'il y a des tensions, ça peut faire bouger les choses. À Washington, comme je vous l'ai dit, moi je n'ai pas perçu un changement, un progrès. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire ne nous parlons plus. Il faut pouvoir se parler. Tout à fait. Et nous ne pouvons pas aller même aux élections sans qu'on essaie de créer un consensus sur toutes ces questions-là. Ça peut faire l'objet d'un autre débat, vous et moi, une autre discussion, vous et moi. Mais il faut parler. Donc, moi, je dirais aux Congolais, voilà, Washington n'a pas donné grand-chose. Les positions sont restées figées, mais il faut continuer à se parler. Et surtout, les Congolais, restez vigilants. Tout à fait. Restez informés. Informez-vous quotidiennement, régulièrement. Échangez entre vous, faites des analyses. Mais ne pas se laisser aller à parfois des informations qui sont faites à l'emporte-pièce. Erronées. Exactement. On a tous un devoir de vigilance, un devoir de s'informer. Madame Angèle Makombo, je pense que les gens ont compris, puisqu'on a constaté qu'après cette conférence, ni l'opposition, ni la majorité
personne n'a dit aux Congolais quelque chose de bon, quelque chose qui pouvait dire non, on était sur le point A, on était sur le point B. Donc, chacun voulait toujours faire, non, Lambert Mende est rentré, il nous parlait comme d'habitude, il a répondu aux questions des journalistes comme dans des coutumes. La question, c'était toujours et reste toujours sur le mandat, Kabila partira ou partira pas. Donc ça, on n'en parlera jamais assez. Parlons un peu de l'opposition. Aujourd'hui, la guerre ou la lutte, il faut que Kabila parte, qu'il ne se représente pas. Octobre-novembre 2016, comme on parle toujours, il faut 90 jours ou 90 jours avant les élections, Kabila dit « je ne me présente pas ». Est-ce qu'il y a quelqu'un sur lequel l'opposition peut investir toute sa confiance pour dire, bon, voilà le candidat de l'opposition. Puisque l'opposition est tellement plurielle que ça nous donne que ça a un sens d'être désorganisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qu'on pourrait espérer être candidat de l'opposition? Au jour d'aujourd'hui, à mon avis, non. Non. Donc, c'est un but vers lequel il faut tendre et il faut travailler pour ce but. Vous vous souvenez ce qui s'est passé en 2011? En 2011, il y a eu aussi beaucoup d'agitation dans l'opposition, surtout avec cette modification de la Constitution qui voulait une élection à un seul tour. L'opposition avait plusieurs candidats. Il y en avait, je pense, 12. J'étais parmi les candidats. Mais dans les discussions que nous avons eues, les tractations que nous avons eues, Fatima, Asultani, etc., on se rendait bien compte que nous allions dans le mur, qu'il nous fallait un seul candidat. Et c'est pour cela que moi j'avais pris la décision de me retirer, de me désister. Pensant d'ailleurs créer un peu une émulation que les autres allaient suivre. Oui. Voilà, et je pense que j'ai déjà eu à dire cela sur vos plateaux il y a quelques années. Et là, encore une fois, on s'est buté à l'ego des hommes. C'est ça. Chacun disait, j'y suis, j'y reste. Et on est allé en ordre dispersé, nous avons eu le résultat que nous méritions. Oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, non. Mais il faut y travailler, et y travailler comment? Il ne faut pas s'arroger le titre de porte-parole de l'opposition. De là où je voudrais revenir. Chef de file de l'opposition. C'est ce que je voulais. J'ai introduit ça pour revenir à cela. Aujourd'hui, vraiment personne ne peut me contredire comme observateur extérieur que ce Caméré qui s'est fait passer pour le chef de file de l'opposition, et tout le monde le constate, et il cherche toujours à drainer tout le monde derrière eux. Et nous voyons même l'UDPS qui se converge vers Caméré chaque fois qu'il y a une réunion, l'UDPS est présent à côté de Caméré. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on est en train de lui envoyer cet ascenseur-là pour l'envoyer plus haut? Vous savez, c'est ça la politique. La politique, c'est une compétition. Le jeu de malin. Et c'est une compétition. C'est une compétition. Et il faut savoir avancer les arguments, il faut savoir convaincre. Et c'est son droit à Caméré de faire du bruit. Et c'est le droit des autres. De l'appuyer, c'est ce qui est dommage. C'est le droit des autres de l'appuyer. Il y a, je crois, l'UDPS et les CID qui l'ont appuyé. C'est leur droit. Mais c'est le droit aussi de la LIDEC de ne pas l'appuyer. C'est ça. Nous ne sommes pas dans ce mouvement-là. Alors, à chacun de travailler, à chacun de renforcer sa base, à chacun de faire passer son message. Et c'est ça la politique, c'est la compétition. Non, le danger c'est quoi? Le danger que les Congolais, presque tous les grosses légumes de l'opposition, quand vous parlez avec eux, donc le pouvoir se donne à l'extérieur. C'est comme ça que vous voyez Caméré, il ne se passe pas 3 mois sans qu'il soit à l'extérieur. Donc il veut se faire une religion à l'extérieur. Et quand vous allez effectivement, officiellement il n'a jamais été reçu dans des grands bureaux, officiellement. Bon, il se fait passer quand il rentre là-bas, je viens de Washington. Alors tout le monde tremble. Parlons un peu sincèrement. Est-ce que vous croyez, vous aussi, en quittant Kinshasa pour venir se parler à Washington, c'était une solution à la crise qui déchire notre pays? Puisque nous l'avons vu avant l'indépendance. Chaque fois qu'il y avait une crise, et même avant cette période
de règne Kabila. Chaque fois qu'il y avait des crises, il fallait aller en Éthiopie, il fallait à Addis Abeba, il fallait aller à Lusaka, en Afrique du Sud. Et le problème restait toujours le même. L'Afrique du Sud nous a fait accoucher 4 vice-présidents avec un monstre. Et vous continuez toujours, vous qui êtes censé diriger le peuple congolais, vous croyez toujours à l'extérieur. Est-ce que vous croyez aussi que l'extérieur appuie ou amène les chefs en Afrique, au Congo en particulier? Non, moi je dirais que le dernier mot revient aux Congolais. Tout à fait. C'est aux Congolais de décider. Mais nous sommes dans un monde global. Hein. Vous savez, tous les pays sont interconnectés. Non, c'est différent. Vous C'est différent. ne pouvez pas, attendez, que je termine. Vous ne pouvez pas faire la négation sur nos partenaires, par exemple. Et vous remarquerez aussi que les candidats qui sont dans les pays démocratiques, hein, quand par exemple il y avait des élections, je me souviens très bien, 2008 ici aux États-Unis, les candidats ont fait campagne aux États-Unis, mais se sont aussi déplacés à l'extérieur. Non, ça c'est un système américain. Voilà. Donc on fait Pas deux seulement choses. américain, français. Enfin, je vais parler de l'Amérique parce que je suis ici, j'ai vécu ça. Donc quand ils font leur campagne, c'est axé sur 2 axes. Donc ils parlent de politique interne et de politique externe. Donc quand vous allez à l'extérieur là-bas, donc c'est un plan qui est, ce ne sont pas eux qui décident d'aller là-bas. C'est comme ça que le plan est fait, donc aller là-bas. Qu'est-ce que les Américains peuvent attendre de votre politique extérieure? Donc c'est comme ça qu'ils le font. Mais ce qui est malheureux pour les Congolais, ils vous disent, non, pour être président, il faudrait que l'Amérique vous appuie, il faudrait que la France vous appuie. Est-ce que vous croyez en ça? C'est ça ma question. C'est pas que je crois en ça. Comme je vous l'ai dit, le dernier mot revient aux Congolais. Mais l'histoire aussi tragique de notre pays nous a montré des exemples que, étant dans un monde interdépendant, ayant des partenaires qui jouent un rôle absolument essentiel dans notre pays, on a besoin, quand on est candidat, d'avoir des appuis et à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Mais ça serait un tort pour un candidat de baser absolument sa campagne que sur l'extérieur en disant mon salut viendra de l'extérieur. Non, votre salut en tant que candidat viendra du peuple congolais. Mais on doit pouvoir faire les deux. On doit pouvoir faire les deux. J'ai accompagné quelques candidats jusque-là à Washington. La question qu'on leur pose, ils croient en ce qu'on dit, Washington fait des présidents. Et quand ils arrivent, le peu que j'ai accompagné... Washington fait roi. Oui, mais on leur pose toujours la même question. Quel est votre électorat? Ce n'est pas nous qui voterons pour vous. Est-ce que vous avez une base et vous pouvez nous montrer sur le terrain que vous êtes accepté? C'est à cette condition qu'on peut collaborer avec vous. Et quand vous venez, vous n'avez pas une base. Vous venez chez nous pour qu'on vous appuie. Mais sur base de quoi? Ils ne sont pas des Congolais, on ne vote pas. Alors, je ne sais pas si ces gens comprennent ça ou pas. Moi, je comprends tout à fait. Tout à fait. Que c'est d'abord les Congolais qui votent. C'est les Congolais qui ont le dernier mot. Nous lançons en politique, on a un projet de société pour les Congolais, donc c'est d'abord les Congolais. Mais non, ça n'empêche pas, tout en travaillant au pays pour renforcer sa base, d'avoir l'appui des partenaires. Là, c'est pas exclu. Là, je suis tout à fait d'accord avec ça. On donne vers la fin, mais disons encore quelque chose sur l'opposition. Nous voyons des groupuscules, les gens qui s'amassent, donc c'est-à-dire ils se font et se défont, et nous apprenons chaque jour qu'il y a quelque chose qui se forme, 4-5 partis se mettent ensemble, et après ils se divisent. Et quel est le problème réellement? Donc c'est cette lutte-là vers la personne qui va lui garantir une position, ou bien vous pensez que c'est seulement une nébuleuse politique au Congo? On a remarqué tous que
regardez, il y a eu les concertations nationales. Un certain nombre de leaders de l'opposition n'ont pas voulu participer à ces concertations nationales. Et au lendemain des concertations, ont eux annoncé une vraie concertation. De vraies concertations. Et ont créé coalition pour un vrai dialogue. C'est ça. Et n'ont pas voulu des concertations, mais aujourd'hui, semble-t-il, dans la déclaration soi-disant de Washington, on demande un dialogue. C'est ça. Donc, c'est le jeu politique congolais. On crée des plateformes qui se font et qui se défont pour pouvoir avoir plus de visibilité. Avoir la place au soleil. Plus de... C'est ça. Je vous laisse la responsabilité de ces propos-là, mais je dirais, pour avoir plus de visibilité, pour avoir soi-disant un poids politique plus important, pour pouvoir exiger justement sa participation, soit au gouvernement, tout à fait, soit dans les entreprises, etc. Mais en oubliant que au cœur de nos préoccupations devrait être le peuple congolais. Et le Congo. Et le Congo. Alors, Madame Angèle Makombo, je pense que nos téléspectateurs vous ont suivi. Ils ont compris ce qui s'est passé à Washington, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas sincères, ils racontent des histoires, ils cherchent à nouer ciel et terre, et pourtant il n'y avait rien. On a suivi ça. C'est regrettable que le Congolais intellectuel, puisque tout ce qui était dans cette salle-là, ce sont des intellectuels, des universitaires, mais ils sont sortis comme ils étaient partis et dépensant beaucoup d'argent inutilement. Alors, je vous donne le micro, je vous donne la caméra, je vous donne l'autre audience. Est-ce que vous avez à leur dire à propos de la situation au Congo? La situation au Congo, elle est... j'apprendrai rien en disant qu'elle est difficile. J'ai eu à le dire à plusieurs reprises qu'il y a eu quelques avancées. Il faut bien reconnaître. Surtout sur le plan macroéconomique. La croissance à 8% à peu près, l'inflation stabilisée, le taux de change aussi stabilisé, mais cette croissance de la vie de tous les observateurs et en plus les économistes ne profite pas à la population. La pauvreté, elle est criante. Et nous la vivons tous les jours. Quand on dit qu'il y a des familles au Congo qui mangent une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, c'est pas qu'on exagère, c'est la réalité. Si je vous dis qu'il y a des mères de famille qui le soir disent à leurs enfants, l'enfant dit maman Zala, maman j'ai faim, et la maman dit mais là Rama et Kendo Lala, bois seulement de l'eau, va dormir. C'est la réalité, je l'ai vu. Donc c'est ça. La réalité au Congo aussi, c'est oui, on a fait quelques progrès sur les infrastructures. Ce qui frappe certains de nos amis de la diaspora quand ils rentrent, ils disent on a des routes à 4 bandes, etc. La route de l'aéroport est fonctionnelle. C'est bien. Nous ne disons pas le contraire. Mais j'aurais souhaité, par exemple, que les routes intermédiaires des quartiers soient aussi réfectionnées. J'aurais souhaité que les routes de desserte agricole soient retouchées. Voilà. Parce que nous avons des cas absolument scandaleux où il y a des zones agricoles où la nourriture est là, ça pousse, mais on ne sait pas comment les évacuer. Bon. À cela, le gouvernement a répondu par la création de parcs agro-industriels. C'est bien, mais la question que je me pose, qu'est-ce que nous faisons de tous nos paysans, tous nos petits agriculteurs? Les petits producteurs. Voilà, les petits producteurs, quand on donne les grands parcs agro-industriels à des investisseurs étrangers au Congo. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Une question, je terminerai par là. Oui, il y a des progrès. Mais nous sommes quand même dans le rapport sur l'index de développement humain du PNUD, nous restons 186e sur 187. À la queue. Donc battus par des pays même comme l'Afghanistan, etc. Donc
ce sont des questions qu'il faut se poser. C'est Oui, quelques progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. Et moi, je soutiens toujours que nous pourrions faire mieux et plus vite si aussi on s'attaquait à des mots qui nous minent l'économie, c'est la corruption, c'est l'impunité, toutes ces questions-là. Tout à fait. Et je dois aussi mentionner un problème tragique. On pense à chaque fois, oui, on va le résoudre, oui, ça sera la fin. Mais non, il y a eu un rapport encore récemment. 3000 femmes violées dans les 2 provinces de l'Est, Maniema, je crois, un des Kivu, en un trimestre. Non, là, je pense qu'on va revenir à tout ça. Ce sont les réalités, oui, les réalités de notre pays qui sont des réalités tragiques. Tragiques. Oui. Donc, peut-être nous aurons une émission avant que vous ne rentriez, qu'on parle en profondeur de cette situation, puisque on semble ne pas avoir une direction dans ce pays. Donc, les gens parlent, ils pensent autrement que c'est que la réalité que les gens voient là-bas. C'est comme qu'ils diraient, eux, ils vivent sur notre planète, à Kinshasa ou bien au Congo en général. Un mot de la fin aux Congolais et aux politiciens des 2 côtés, opposition comme majorité. Mon mot de la fin ne changera pas de mes mots de la fin que j'ai eu à donner sur vos plateaux dans le passé. C'est que nous devons rester tous vigilants et suivre les développements dans notre pays, qu'il s'agisse des questions comme la Constitution ou les questions comme les problèmes sociaux. Comme on dit, un consommateur bien informé en vaut 2, un citoyen bien informé en vaut 2. Il ne faut pas croire que la politique c'est l'affaire des politiciens, c'est l'affaire des autres, c'est pas moi. Si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupe de vous. Tout à fait. Donc je pense que notre première responsabilité, c'est de suivre. Et il ne faut pas avoir eu de grands diplômes pour suivre la politique. Toute personne, moi dans ma base, je parle avec des mamans du marché, etc. Eh bien, je vous dis qu'elles vous mènent des analyses vraiment très consistantes de la situation du pays. Donc, malgré toutes ces turbulences que nous traversons, il faut garder la foi, garder l'espoir dans notre pays. Ok. Merci beaucoup, Maman Angèle Makombo. Aussi, vous vous rendrez compte qu'il y a un adage qui dit « qui vit de l'espoir, meurt de faim ». Donc, du temps de Mobutu, on nous disait « attendez, attendez ». Et Mobutu nous a laissé là où nous sommes. Alors, chers téléspectateurs, c'est pratiquement la fin de cette émission. Du coup, Maman Angèle, je vous remercie pour cette émission. C'est moi qui vous remercie, donc, Ayembe. C'est toujours un plaisir de passer sur la LADBC. Ok, merci beaucoup. Alors, chers tous, à la prochaine. Merci.